Bonjour à tous. La présente vidéo. Donc, qu'est-ce qu'une ville patrimoniale? C'est une ville qui compte un ou plusieurs sites culturels patrimoniaux. Quand on parle d'un site, on parle d'un lieu géographique. Donc, une ville patrimoniale, c'est une ville où on a plusieurs lieux qui ont des éléments de la culture et du patrimoine. Dans le fond, des éléments qu'on juge suffisamment importants pour vouloir les conserver pour le futur. Les sites peuvent comprendre des monuments ou encore des quartiers entiers. Quand on parle de protection des villes patrimoniales, on parle de conservation ou encore de restauration. Quand on veut conserver quelque chose, c'est qu'on veut protéger le bien pour qu'il reste intact le plus longtemps possible. Donc, quand je mets de la crème dans mon visage, c'est que je veux préserver ma peau pour qu'elle reste jeune et intacte le plus longtemps possible. Quand on restaure, c'est qu'on pose des actions qui veulent rétablir, réparer un élément pour lui donner son état d'origine. Donc, je garde l'exemple de mon visage. Si je fais appel à la chirurgie plastique, ben là, à ce moment-là, je suis dans la restauration, c'est-à-dire que j'applique des moyens pour réparer et redonner l'apparence de l'état d'origine. Plusieurs organismes sont voués à la protection du patrimoine. Premièrement, il y a le Conseil du patrimoine culturel du Québec, dont le rôle est de conseiller le gouvernement dans le but de protéger et de mettre en valeur le patrimoine de notre belle province. Au niveau mondial, on retrouve l'UNESCO qui gère la liste du patrimoine mondial. Cette liste-là va regrouper les sites qu'on veut protéger au niveau de l'héritage de l'humanité, c'est-à-dire les sites qu'on veut protéger pour que les générations futures puissent en profiter. Et il reste l'OVPM, l'Organisation des villes du patrimoine mondial. Il y a certains sites patrimoniaux à travers le monde qui sont des sites habités. Ça représente un défi supplémentaire et c'est pour ça que ces villes-là bénéficient du soutien de l'OVPM pour relever les défis que ça représente. L'UNESCO va utiliser 4 critères bien distincts pour déterminer si un élément va se retrouver sur la liste du patrimoine mondial ou non. Premier critère, représenter un chef-d'œuvre créé par les humains. Ça serait entre autres la Grande Muraille de Chine ou encore le Taj Mahal qu'on va voir dans une image plus tard. Deuxième critère, apporter un témoignage exceptionnel sur une civilisation vivante ou encore disparue. Ce serait le cas, entre autres, du Machu Picchu ou encore les pyramides de Gizeh, donc les fameuses pyramides d'Égypte. Offrir un exemple marquant d'architecture qui illustre une période importante de l'histoire humaine, on retrouverait dans ce cas-ci le Vieux-Québec, avec son architecture particulière des bâtiments qui illustre la période où la colonisation française et la colonisation britannique se sont déroulées. Et le dernier critère, c'est être un exemple représentatif de construction traditionnelle ou d'utilisation traditionnelle du territoire. Et puis là, on pourrait avoir les grandes rizières du côté de la Chine, donc ces plantations de riz qui illustrent comment les gens traditionnellement occupaient le territoire. Donc, le site doit correspondre toujours à un ou encore plusieurs de ces critères pour se retrouver sur la liste du patrimoine mondial. On voit ici le Taj Mahal en Inde, qui est un chef-d'œuvre créé par les humains. Quand on parle d'éléments patrimoniaux, on parle de 2 concepts très importants, la continuité ou encore le changement. Quand on parle de continuité, on s'assure que l'élément patrimonial garde l'aspect semblable au fil du temps, qu'il est représentatif de l'époque, dans le fond, où il a été construit.
Donc, je dois m'assurer, quand je restaure mon bâtiment, qu'il ait absolument l'allure de ce qu'il avait à l'origine et qu'il conserve cette allure-là. Bien entendu, il peut aussi y avoir l'élément changement, parce que les sites sont parfois ou même souvent habités. Donc, il faut inclure des éléments de modernité sur ces sites-là. Ça peut être entre autres l'accès à la télévision, des fils électriques, des stationnements pour les voitures, des coupoles pour avoir la télévision ou l'Internet. Et ça, c'est tous des éléments qui vont rentrer dans le changement, c'est-à-dire des éléments qui modifient l'apparence au fil du temps. Sur la carte, on a deux types de villes patrimoniales. Les villes qui sont identifiées par un point orange représentent les villes dont les sites patrimoniaux sont habités. Donc, si tu vois la ville de Québec, dans le cas de la ville de Québec, c'est le quartier qu'on appelle le Vieux-Québec qui figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui est habité et qui est aussi protégé. Les villes qui sont identifiées par un picot vert sont les villes dont les sites patrimoniaux ne sont pas habités. C'est le cas, entre autres, de la ville d'Athènes. La ville d'Athènes est habitée, mais le site patrimonial de la ville d'Athènes, qui est l'Acropole, lui, ne l'est pas. Donc, bien faire la différence. Donc, quels sont les enjeux des villes patrimoniales? Je te rappelle que quand on parle d'un enjeu, on parle d'un défi, d'un problème. Donc, premier enjeu, conserver le patrimoine dans une ville en expansion. Comment on fait pour conserver le patrimoine d'une ville quand cette ville-là est en expansion, c'est-à-dire que de plus en plus de gens qui y habitent, que la ville s'agrandit? Alors, on voit ici un bel exemple avec la fontaine de Trévi à Rome, en Italie. Le deuxième enjeu, donc le deuxième défi, c'est qu'on doit toujours tenir compte des particularités d'un site. Ici, on voit un canal de Venise, en Italie. Bien entendu, quand les routes sont des canaux, l'ambulance, ça doit être un bateau. Donc, par rapport à l'enjeu numéro 1, donc le défi numéro 1, qui est de conserver le patrimoine dans une ville en expansion, les problèmes sont la circulation automobile, la pollution, l'achalandage, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui circulent, qui se promènent, les comportements irrespectueux, là-dedans on va rentrer le bruit, le vandalisme, et puis les constructions modernes, dans un aspect historique ou dans un site historique, donc un look ancien. Comment on intègre une construction moderne, entre autres un gratte-ciel. Donc, ces problèmes-là sont causés par le nombre élevé de touristes, bien entendu. La deuxième cause, c'est une ville qui se modernise. On est en 2020. On n'est plus dans les années 1800 ou encore dans les années 1400 ou même avant ça. Donc, la ville doit avoir des éléments modernes pour répondre aux besoins de la population. Et on est toujours de plus en plus nombreux sur la planète, donc le nombre d'habitants augmente au niveau des villes, ce qui amène plusieurs problèmes. Les conséquences, la pollution, des quartiers encombrés, les sites patrimoniaux qui s'usent rapidement, les comportements irrespectueux aux biens patrimoniaux, et puis la valeur patrimoniale des sites qui est menacée, parce que si le site est détruit, perd de son charme, ça amène moins de touristes pour le visiter, donc moins d'argent également. Pour ce qui est toujours de l'enjeu numéro 1, par rapport aux différents problèmes qu'on a énumérés, donc la pollution, l'achalandage, les comportements irrespectueux et les constructions modernes, on a recherché des solutions. Les gens concernés par ces solutions-là sont bien entendu les gens qui habitent la ville, les touristes, les maires de ces villes-là et les gouvernements. Les solutions, entre autres, limiter le nombre de véhicules automobiles qui peuvent circuler sur un site patrimonial, donner des amendes,
d'étiquette ou encore amener une plus grande surveillance pour empêcher les gens de poser des gestes dommageables. Des fois, ça peut être des affiches aussi spécifiant aux gens qu'il est interdit de poser certains gestes et changer l'usage des édifices patrimoniaux. Donc, un édifice patrimonial très, très ancien pourrait devenir un bureau pour différents travailleurs, un salon de coiffure, un dépanneur. Donc, l'apparence extérieure est patrimoniale et historique, mais l'intérieur a changé de vocation. Pour ce qui est de l'enjeu numéro 2, tenir compte des particularités d'un site, les problèmes sont au niveau de l'aménagement des quartiers historiques. Aussi, l'utilisation des techniques et de matériaux traditionnels pour l'entretien ou la restauration. Donc, si on parle entre autres de camions, de ce on appelle un grader ou encore une gratte pour l'entretien des routes, et bien entendu les conditions environnementales. Donc, les différents problèmes, c'est que les véhicules modernes sont mal adaptés aux rues étroites. Souvent, dans les quartiers historiques, les rues sont pas larges, ce qui fait que les gros camions qu'on utilise pour la livraison ou encore l'entretien des routes ne peuvent pas passer. Les édifices patrimoniaux, ça coûte cher à entretenir ou encore à réparer. Des fois, on n'a pas l'argent pour faire ça. Et il manque de ressources financières, dans le fond, qui va faire en sorte que si on ne répare pas ces bâtiments-là ou encore si on néglige l'entretien, ils vont se détériorer rapidement. Donc, par rapport aux différents problèmes qu'on vient d'énumérer, les solutions qu'on a trouvées, c'est d'adapter les équipements. Donc, dans certaines villes historiques, les camions pour la livraison ou encore l'entretien des routes ont été faits en plus petits modèles. Il y a certains organismes maintenant ou encore certains gouvernements qui vont offrir de l'argent aux propriétaires pour pouvoir entretenir et réparer les bâtiments historiques. Et dans le fond, il y a une partie de l'argent que les touristes amènent qui va être utilisée à la conservation des sites patrimoniaux.